Laissez les enfants respirer, c'est le mot d'ordre qu'on a pu lire sur des banderoles lors de rassemblements de parents d'élèves un petit peu partout en France il y a quelques semaines. Des parents d'élèves en colère face aux gestes barrières, aux mesures anti-Covid qui ont été mises en place dans les établissements scolaires. Pour comprendre ce qu'il se passe dans les classes en Guyane, pour savoir si la situation inquiète aussi les parents d'élèves guyanais, nous recevons ce matin Aïssatou Chambaud, présidente de la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qu'est-ce qu'on vous rapporte, Madame Chambaud? Comment se passent les cours? Comment se sentent les élèves? Alors, contrairement à l'Hexagone, au niveau des parents d'élèves, il n'y a pas forcément de colère. C'est surtout beaucoup d'interrogations. On est quand même assez discipliné, on va dire, en Guyane. On n'est pas bête et discipliné, mais assez discipliné. On essaye d'appliquer au maximum les gestes barrières et de faire appliquer à nos enfants les gestes barrières, le port du masque. Il y a beaucoup de pédagogie qui est faite au niveau de la famille, au niveau des établissements scolaires. Donc ça, c'est quand même un point positif. Néanmoins, c'est vrai les élèves en ont marre. Nos enfants on a quand même marre de porter le masque toute la journée puisque c'est quand même une sensation assez pénible, surtout que toutes les salles de classe ne sont pas climatisées. Il fait extrêmement chaud, surtout pour les élèves qui sont en classe dans des bungalows. Il y a des conditions quand même qui devraient être améliorées. Donc parfois, il y a des enseignants qui autorisent à ce que l'élève sorte 5 minutes pour respirer, pour s'aérer, ou autorise même des fois à baisser de quelques secondes le masque dans la classe, mais il se met là en porte-à-faux avec l'administration. Et même nous, en tant qu'adultes, on a beaucoup de mal à garder le masque toute la journée, donc imaginons ce que c'est pour nos enfants. Je suppose que cette situation doit être d'autant plus compliquée pour les élèves les plus jeunes, notamment maternelle et primaire. Oui, oui. C'est compliqué pour tous, mais effectivement pour les plus jeunes, ça l'est encore plus, où il y a quand même une proximité, ils ne peuvent pas jouer, il y a quand même la sociabilisation qui se met en place à ce moment-là et le travail est d'autant plus compliqué pour les professionnels. Et puis il y a aussi une catégorie d'élèves dont on ne parle pas forcément, c'est ceux qui ont des pathologies, ceux qui ne supportent pas le masque, qui ne peuvent pas porter de visière puisque la visière est jusqu'à aujourd'hui interdite. Et puis des élèves qui développent des pathologies, ceux-là sont encore plus en difficulté puisqu'ils ne sont pas reconnus par l'MDPH, ils n'ont pas de pathologie déclarée non plus par le médecin, mais ils développent des pathologies, c'est par exemple des crises de migraine à répétition, des boutons sur le visage, des manifestations respiratoires, etc., etc. Et là, on a quand même beaucoup d'inquiétudes. Oui, parce qu'à en croire les infirmières scolaires, l'état de santé des enfants et des adolescents masqués toute la journée est de plus en plus préoccupant. Vous l'avez dit, des malaises, des maux de tête ou même des dépressions parfois, parce que psychologiquement, ça peut être aussi compliqué. C'est quelque chose que vous constatez aussi, c'est des témoignages que vous recueillez? Oui, des témoignages, même à titre personnel. Ouais. Par exemple, mon fils qui est migraineux, il faisait peut-être une crise de migraine par mois. Là, il en fait chaque semaine. Et il n'y a pas de traitement, de médication pour cela, à part le récupérer et le ramener à la maison. Et bien là, je crains qu'il ne rate son année, par exemple. À cause justement de ces gestes barrières qui sont difficiles à vivre au quotidien. Voilà. Vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas forcément de la colère de la part des parents d'élèves en Guyane, mais plus des interrogations sur quel point? Bien justement, par exemple, ce type d'élèves qui ont des pathologies, concernant la continuité pédagogique, qu'est-ce qui est mis en place? Ce qu'on nous propose, nous, c'est de transmettre à nos enfants les cours, mais il n'y a pas, par exemple, de cours comme ça se faisait pendant le confinement, en visioconférence ou via Internet, via des sites. C'est juste transmettre les cours, mais là, il y a quand même une déperdition au niveau de la pédagogie, de la transmission des savoirs. Est-ce que ces gestes barrières dont on parle depuis tout à l'heure sont respectés dans les classes? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire en sorte que des enfants, surtout des enfants assez jeunes, gardent le casque pendant toute la journée? Le masque. Dans une grande majorité, oui. Mais comme je l'ai dit dans mon propos, c'est quand même assez pénible, assez compliqué pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents aussi. Et donc dans la classe, des retours qu'on a, ils arrivent quand même à réguler. Par contre, là où c'est paradoxal, c'est qu'en dehors, dans les couloirs, pendant la récréation, lors de la restauration scolaire, les élèves sont démasqués, souvent. Ils ont une proximité, ils sont collés les uns aux autres. Donc ça nous paraît quand même paradoxal que
dans l'enceinte de l'établissement, qu'on soit dans une salle, quand on est dans un point A ou dans un point B, les pratiques sont différentes. C'est extrêmement difficile, effectivement, pour le corps enseignant de faire respecter les gestes barrières à l'extérieur. Et on se demande comment ça va évoluer. On parle de deuxième vague en métropole qui va bientôt arriver. Là, il y a quand même une inquiétude chez les parents qui est grandissante. Ces paradoxes, ces interrogations, est-ce que vous les avez fait remonter au rectorat pour avoir une réponse de leur part ? Alors, les parents font régulièrement remonter via les représentations qu'on a au sein des établissements. Et nous, au niveau de la FAPEC, nous rencontrons justement monsieur le recteur la semaine prochaine. Pour faire le point sur toutes, sur la ces rentrée, questions. sur les protocoles sanitaires, sur toutes ces questions-là. Il y a des syndicats enseignants, alors ça c'est pour l'Hexagone, qui ont appelé à la grève afin de réduire les effectifs en classe. C'est quoi votre position sur ce point ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire en sorte que les classes soient moins nombreuses ? Bien, alors, ne faut pas oublier qu'on est quand même, pour la majorité du territoire, hormis 2 établissements en REP+. Les effectifs sont censés être à 25. Et il me semble que la réglementation n'a pas évolué depuis. Et certaines classes peuvent respecter ces effectifs en fonction de la situation géographique, du nombre d'élèves et tout, et d'autres non. Donc oui, effectivement, l'idéal serait qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, mais on sait très bien que ça va être compliqué puisqu'il y a des élèves qui seront pénalisés, qui n'auront pas accès à la scolarisation et ça va générer d'autres choses. Si deuxième vague il devait y avoir en Guyane, vous aviez commencé à le dire il y a quelques minutes, en tant que parent d'élève, est-ce que vous êtes inquiète ? Je suppose que oui, mais peut-être nous dire sur quel point et pourquoi inquiète face au spectre du retour de l'école à la maison ? Oui, puisque on a vu ce que ça a donné pour nous, c'était un échec. Et on n'a pas l'impression qu'on s'y prépare à cette deuxième vague. Donc, il faudrait mettre les moyens, voilà, carrément. Et je le disais aussi, voir la continuité pédagogique, comment elle va se faire. Il faut pouvoir améliorer ce qui avait déjà été fait. Alors, on l'a répété, hein, les enseignants ont fait leur maximum pour assurer cette continuité pédagogique. Malheureusement, on ne leur a pas donné suffisamment de moyens pour le faire. C'est un problème de peut-être d'encadrement aussi de la part du rectorat, pas forcément que le rectorat de Guyane d'ailleurs. Pas forcément, enfin d'encadrement, je ne sais pas, mais de moyens surtout, de moyens. Parce que quand un enseignant utilise son matériel personnel, son papier, sa connexion Internet, son téléphone... Ouais. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être penser à la compensation ou à doter les établissements des moyens nécessaires, une salle de visioconférence ou plusieurs salles. Je ne sais pas, moi je suis pas, voilà, c'est pas mon champ de compétences, mais il faut peut-être réfléchir à d'autres moyens d'enseigner et pas juste transmettre les devoirs en version papier. Voilà, effectivement, il y a Pronote dans le second degré. Ça ne fonctionne pas toujours. Il faut aussi une connexion, il faut que l'enseignant ait le temps de tout mettre sur Pronote. Il faut qu'ils prennent le temps, puisque c'est une obligation. Je le rappelle, ils ne le font pas tous. Néanmoins, il y a une grande majorité qui le fait, mais ils ne sont pas toujours en capacité de le faire. Est-ce que vous sentez justement sur ces points que si deuxième vague il devait y avoir, les établissements scolaires, le rectorat se prépare à affronter un nouveau confinement et à ne plus pouvoir accueillir des élèves dans les établissements scolaires ? Alors, je n'ai pas ce retour d'information, donc je ne veux pas dire de bêtises. Comme je vous l'ai dit, on rencontre monsieur le recteur et son équipe la semaine prochaine. Ce sont des questions qu'on posera et puis on sera à même de vous répondre par la suite. En tant que parent d'élèves, ça a été compliqué évidemment lors du confinement, lors du premier confinement, même si on n'en a pas encore de deuxième. Ça pourrait l'être encore plus s'il devait y en avoir un deuxième ? Ça pourrait l'être encore plus dans le sens où les enfants avaient quand même envie et besoin de reprendre une vie normale, de retrouver leurs camarades, de sortir de la maison. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des élèves effectivement qui étaient en dépression. Ça, on n'en parle pas suffisamment. Ça risque d'avoir un impact surtout psychologique sur les enfants. Et puis sur les parents aussi, hein, puisque qui dit s'il y a reconfinement, ça veut dire retour en télétravail. On n'aura pas forcément le temps
de consacrer à notre activité professionnelle et aussi au suivi de nos enfants. Puis il ne faut pas oublier, enseignant c'est un métier et tout le monde n'est pas pédagogue. On aura beau avoir des diplômes bac plus 5, 10 ou quoi, enseignant c'est un métier et moi ce n'est pas mon métier. Je lisais des témoignages de parents d'élèves qui disaient ne vouloir tout sauf revivre ça, c'est-à-dire jongler entre eux, et c'est ce que vous avez commencé à nous dire, entre le télétravail, les devoirs des enfants, les visioconférences et pour les parents d'élèves les plus jeunes, les séances de pâte à modeler par exemple à la maison comme pendant le confinement. Ça a été vraiment compliqué ces derniers mois. Oui, ça a été très compliqué de part et d'autre pour les parents, les enfants qui nous avaient sur le dos toute la journée et qui ne pouvaient pas forcément sortir, s'aérer. Nous, on craint quand même ça et on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas pour la santé de tous et puis pour que les élèves puissent avoir une année scolaire qui ne soit pas tronquée comme la précédente, qu'on ne puisse pas dire qu'on a donné des diplômes au rabais ou qu'on leur a carrément donné le diplôme et puis qu'ils puissent bénéficier de tous les apprentissages possibles. Alors, je pense par exemple à l'EPS, faire EPS dans une salle ou sur papier, c'est pas possible. Justement, puisque vous parlez des apprentissages, est-ce que vous mesurez déjà des retards, les conséquences éducatives des enfants à cause de ces derniers mois parce que les cours ne se sont pas déroulés normalement? Alors à notre niveau, non, on n'a pas eu ces retours-là. Néanmoins, à titre individuel, on discute entre parents et on sait que certains enfants ont accumulé des lacunes. Ceux qui étaient déjà en difficulté se sont retrouvés encore plus en difficulté. Le fossé s'est agrandi entre les bons élèves et les moins bons. Et après, c'est des retards en fonction de l'âge. Est-ce que vous savez, quand on est en CP par exemple et qu'on apprend à lire et à écrire, peut-être que ça a été une année encore plus noire que pour des troisièmes ou des terminales? Oui, puisque les élèves qui étaient en CP et qui sont passés en CE1, eh bien, l'enseignant a là un double travail. Puisque des élèves qui se retrouvent en CE1 et qui n'ont eu que 3 mois de classe ou parfois 2 en CP, forcément ne savent pas encore lire. Aïssatou Chambaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur cette rentrée scolaire, une rentrée scolaire un petit peu particulière cette année, évidemment à cause de la situation sanitaire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous et puis on tâchera de faire au mieux au sein de la communauté éducative. Bonne journée. Merci.